Je travaillais comme il y a le Grand Bazar avant, le Sarmat, tout ça, mais je travaillais. Et alors, j'avais fini à 6 heures, j'allais prendre mon trolley, et il est monté sur l'autobus, nos regards se sont croisés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, tous les jours, on n'a pas parlé, hein, tous les jours, il était là pour prendre le trolley à une telle heure, comme je sortais. Moi, on ne se parlait pas. Et puis, il descendait à un arrêt. Le lendemain, à un autre arrêt. Le lendemain, un autre arrêt que finalement, il a vu que l'autobus s'arrêtait en face de chez mes parents. Et alors, un jour, je suis allée avec une... Et puis, je ne l'ai plus vue. Et je suis allée un jour avec une copine à Chauffontaine, au Fort des Cris. Et quand je suis redescendue, moi, je suis descendue à Chénet. Et j'ai vu à une terrasse, là, à une terrasse, ils étaient une douzaine comme ça, des tout jeunes. Hein. Et alors, j'ai fait signe à ma copine qui retournait sur Liège, et j'ai pris le chemin pour revenir. Et j'ai entendu quelqu'un qui se levait quand je partais. Je n'ai pas fait attention. Et puis j'ai entendu qu'on me suivait. Et alors, il m'a accosté, mon mari. Voilà. Et on n'a pas courtisé longtemps, hein. On a courtisé 5-6 mois, maximum, hein, puis on s'est mariés. Voilà. Et j'ai décroché le gros lot, je peux te le dire, franchement. Si, c'est vrai, je n'aurais pas voulu gagner à la loterie, hein, tellement j'ai eu beau avec lui, je peux te le dire franchement. Du coup, votre mari, il était partisan au nord de l'Italie. Oui, oui. Vers, vous savez, plus ou moins où... Il habitait Faenza. Mhm. Hein, donc, il a été dans le groupe de Corbary, et il a été dans la résistance, enfin là-bas. Hein, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu ici. Alors, ils sont venus pour aller au charbonnage. On les a échangés contre du charbon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Hein, ils sont venus dans la mine, et il a été, comme il était footballeur en Italie, il a été repris en première division dans la... Attends, où est-ce que c'était à Recours? Au Football Club Liégeois. Football Club Liégeois, oui, en première division. Il a joué là, il a été un peu entraîneur, et puis il a joué à Hambourg aussi, mais il était un peu plus vieux hein, quand il a joué à Hambourg, il avait plus 20 ans. Et bon, on s'est mariés, on a eu 5 enfants, je dois dire que j'ai eu une vie simple, mais très bonne. J'en souhaite autant à tout le monde. C'est vrai, vraiment. Comme on dit, j'ai eu 5 enfants, on a perdu un, mais on a eu une belle vie. Simple, mais une belle vie. Pas frapper, pas dire des gros mots, et voilà, et on a fait comme on a pu, comme tout le monde. Hein. Et ça, ce sont mes 4 enfants, ça. Et il y en a un qui va avoir 68 ans. Hein. Il est revenu hier soir d'Italie, il a dit qu'il passerait dire bonjour, mais je ne sais pas s'il viendra aujourd'hui ou demain, lui. Mais il avait quel âge quand il a fait la résistance en Italie? 16 ans. Il était fort jeune, oui. 16 ans. C'est du Toi, tu le sais mieux que moi, parce que tu as retenu plus de choses, en fait. C'est ça. Et vous savez pourquoi il s'était engagé dans la résistance au nazifascisme? Parce qu'il n'aimait pas le parti fascisme, hein. Et alors, il s'est mis avec des autres, et ils ont été là bout dans les colonnes, hein. Et voilà, il a fait la résistance. Et il a eu, au football, il a été chercher, il est retourné en Italie, hein, quelquefois. Et alors, il est allé chercher ça, en souvenir de ce qu'il a joué là-bas, donc. Hein. Et il faisait quel rôle de footballeur? Il jouait en défense, en attaque? Non, il jouait dans le groupe, hein, mais je ne saurais pas te dire. À l'attaque, mais à la défense, je ne crois pas.
Et est-ce qu'il a vous raconté des anecdotes, des petites histoires qui s'est passées pendant la résistance lorsqu'il était encore en Italie? Ah, dans la résistance, je n'ai pas su grand-chose, je dois dire. Mais, et je peux vous dire une chose, c'est que son papa a été trouvé, abandonné, dans un petit berceau, hein, et on l'avait déposé devant une église, et on l'a trouvé, et il avait une médaille coupée en deux, et une chaîne. Ça, je me rappelle bien, il me l'a dit. Il me l'a dit 2 fois, pas plus, hein, parce que c'est pas agréable de se rappeler des choses comme ça. Et voilà, son papa et sa maman. Oui. Ma maman, elle a fait 6 mois de prison. Elle a été enfermée par les Allemands pendant 6 mois. En 40, je suis partie. Ils sont venus me chercher en 43, au mois de décembre, et je suis revenue au mois de mai. J'ai fait 6 mois. J'ai fait 5 mois et demi à Saint-Léonard, à la prison Saint-Léonard, à Liège, qui est maintenant détruite, et puis 15 jours à la citadelle, là au-dessus. Tous les jours matin, voilà. On tuait, on l'entendait. On mitraillait. On mitraillait, on mettait les gens 5-6 en jour, et on tirait tous les matins, à 5h30. Et les gens étaient choisis par hasard? Par hasard, ils choisissaient des gens par hasard. C'était des prisonniers politiques, mais qu'on ne connaissait pas, quoi. Mais c'était des hommes. Hein, oui, mais ils n'étaient pas choisis par hasard. Je suppose qu'on venait... Pourquoi est-ce qu'on les tuait? On les tuait parce que c'était des résistants qui avaient fait beaucoup dans la résistance, sûrement, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ça ne serait pas... C'est des gens qui auront voulu servir le pays. Ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont été chercher des armes à droite, à gauche, et on a formé l'armée blanche. Voilà. Ouais. Il y a eu des dénonciations. Alors quand on arrivait, ils arrivaient tôt, hein, ils arrivaient à 4-5 heures du matin pour chercher des gens. Hein, et on avait mis, derrière où c'était la cuisine, chez nous, eh bien on avait mis un Allemand et une mitraillette. Ils croyaient trouver quelqu'un chez nous, mais il n'y avait personne. Et voilà. Et alors, les gens, ben, j'avais 21 ans. J'ai 21 ans au mois de juillet. Et un petit peu après, non, on est venu me chercher, j'ai été au mois de décembre. Hein, et ce n'était pas la Gestapo, c'était la Feldgendarmerie. C'était les Allemands qui avaient un casque, qui avait une grosse barre ici, et ici il avait deux grosses chaînes. Alors, pourquoi ils sont venus vous chercher? Voilà, pas pour grand chose, hein, je vais te le dire. J'avais des jeunes gens comme toi qui étaient des copains, et eux ils faisaient partie de l'armée blanche, je ne savais pas, je te le dis. Et alors, un jour il y en a un qui vient sonner et me dit: tu ne veux pas me prêter une mallette, parce qu'on va chercher du pain du côté de Tongres. Ils étaient 3. Et alors, je dis oui, c'est normal. Hein. Je vais chercher ma mallette et je leur donne une mallette d'école. Hein. Mais dans ma mallette, il y avait mon nom et mon adresse. Mais là, je n'ai pas pensé à ça, je l'ai donné. Et ils se sont fait arrêter avec des armes, ils avaient des armes, et ils avaient, soi-disant, du pain, ça je ne sais pas. Alors, il y a une dame qui est venue chez nous, et elle a dit à la concierge, on avait une concierge, Madame Roch, hein, et elle a dit, dites à Mademoiselle Bernard qu'elle se sauve vite, vite, vite. Moi je rentre, la concierge, elle me dit, il faut que tu te sauves si tu José. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi faire me sauver? Quoi, j'ai rien fait? Bon. Elle dit, non, mais il y a une dame qui est venue qui a dit que tu devais te sauver le plus vite possible. Je dis, moi je ne me sauve pas. J'ai rien fait, je suis avec ma grand-maman. Qu'est-ce que tu veux que je me sauve? Et je reste à la maison. Et vers 4-5 heures du matin, ding ding, la Feldgendarmerie qui arrive. Il y avait 2, un plus haut
Et puis il y avait l'autre qui était sur le toit avec une mitraillette. Bon, moi je ne l'ai pas vu, hein, je l'ai vu à la dernière minute. Et alors, il commence à retourner le foyer, à ouvrir les tiroirs. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il ne répond pas, hein, il ne répond pas. Alors, quand ils ont fini, ils vont dans la chambre à coucher, ils ouvrent la garde-robe, et ils commencent à prendre, à regarder. Et ils évacuent les vêtements, et ils tombent, malheureusement, sur un album de photos. Et là, sur l'album de photos, j'avais toute notre famille, mais j'avais une photo de deux de la résistance. Mais quand ils ont vu ça, ils ont refermé le livre. Habillez-vous, vous venez à l'hôtel des 100 000 briques, en Avanti. Hein? Alors, je disais, qu'est-ce que c'est que ça, c'est la carabistouille? Il n'y a rien ici. Et j'ai dit, mais je ne fais partie de rien, je ne fais pas de la politique. Habillez-vous, venez avec nous, mettez quelque chose. J'avais 21 ans, hein. Tu aurais dit une gamine de 15 ans. Je mettais encore des bazazous, on appelait ça des bazazous, c'était des bas blancs, hein, jusque-là. Alors quand les autres ils m'ont vu arriver, ils étaient sur le seuil qui m'attendaient, eh ben ils ont fait comme ça, en me voyant, ils croyaient sûrement que j'avais une jeune fille qui était plus âgée. Ben, j'avais mon âge, mais seulement je paraissais beaucoup plus gamine. Et ils m'ont embarqué. Alors quand ils m'ont embarqué là, au boulevard de la non, au boulevard Pierrecot, ou qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est la musique ou quoi? Le conservatoire. Conservatoire, oui. Eh bien c'était tout bureau, ils tapent à la machine, et moi j'ai demandé un verre d'eau. Ils ne me l'ont jamais donné, hein. Alors je me suis endormie sur la table, un petit peu après ils sont venus me chercher. Allez, venez, on va à l'hôtel des 100 000 briques. Où est-ce ça? Comment, vous ne savez pas? Je dis non. Eh bien, c'est à la prison. Et on m'a embarqué dans une voiture, on m'a conduit à la prison Saint-Léonard. Alors, j'avais une montre et un petit chose, un truc ainsi. On me les a pris, on les a mis dans une boîte. Et puis on m'a conduit. Alors, c'était des portes, je t'assure, comme ça, hein, et d'une hauteur incroyable. Alors, on m'a déshabillé avec une femme là. Et on m'a tâté pour voir si je n'avais rien avec moi. J'avais rien. Et puis on m'a conduit à la cellule 52, au bout du corridor, au rez-de-chaussée. Et il y avait deux autres dames, une de 45 ans et une de 48 ans. Et leur mari avait été tué en voulant se sauver. Et je suis restée avec eux. Et on avait 3 matelas, un sur l'autre, dans le coin. Tu avais 3 petites couvertures. Le soir, on les tirait. Et on dormait une à côté de l'autre. Hein. Tu avais une gamelle, c'était pas rigolo, hein. Mais c'était une belle leçon de vie. Hein. Ça, je peux te le garantir. Parce qu'on est jeune, on ne sait rien. Et quand tu te trouves là-dedans, tu réfléchis. Hein. Parce qu'il y en a qui avaient été arrêtés par la Gestapo. Et on les ramenait le soir, on avait fait des interrogatoires. Et elles hurlaient. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne sais pas, mais elle hurlait, on entendait hurler. Hein. Une fois, hein, on avait une petite table carrée, et alors il y a mes copines, hein, on est copains à la fin, quand tu restes comme ça. Elle pleurait. Et je dis, allez, il ne faut pas pleurer, il ne va pas pleurer toute la journée. Hein. Attends, je vais vous faire rire. Je monte sur la table, et je commence à faire le sèche. Hein. À ce moment-là, boum, la porte s'ouvre, et c'était Moustique, c'est une femme, elles étaient 2, hein, mais c'était des SS. Et nous autres, on les avait appelés Moustique et Punaise. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'étais sur la table. Ben, je danse pour faire rire mes camarades qui pleurent. Vous direz au commandant. Ah ben, ça va, mais j'avais pas. Hein. Et le lendemain, en avant, elle arrive toute fière. Allez, au commandant. Et bon, alors je la suis, mais j'avais peur. Et alors, toc toc, entrée, bon, et voilà le commandant. Il me regarde comme ça. C'est vous qui dit? J'ai dit oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dansé sur la table. Pourquoi faire? Pour faire rire mes copines qui pleurent. Je dis, c'est pas rigolo. Eh ben, il avait envie de rire, hein. Il n'osait pas, mais il avait envie de rire.
Elle m'a dit, allez, retourner en cellule, c'est bon pour une fois. Je ne l'ai plus fait après, hein, parce que j'ai eu... Si, moi, oui, mon chose, là. Le prisonnier, elle est là, dans le dernier tiroir. Et le chose que papa, il a reçu pour le remerciement des mineurs qui sont venus en Belgique. Mais sinon, est-ce que votre mari vous a conté des histoires de sa résistance, de la résistance à lui, votre mari? Non, il m'a parlé un peu de résistance, mais c'était comme ici, partout, enfin. Ils étaient dans les montagnes. Du côté de Florence. Du côté de Florence, il était. Et ils étaient plusieurs, donc, alors, comment dirais-je, ben, ils étaient contre le régime de Mussolini, c'était un fait, hein. Et son papa aussi. Alors son papa, il a toujours travaillé dans une ferme, parce que son papa, c'est, comment dirais-je, ce sont des personnes de l'église qui l'ont pris et ils l'ont mis dans une ferme, mais où il y avait plusieurs enfants. C'était des personnes qui avaient 3-4 enfants et qui l'ont pris. Mais il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Dans la ferme, on te prenait pour porter des 50 kilos, comme il était fort. Non, il n'a pas eu et ma belle-mère n'a pas eu une belle vie non plus, il faut dire la vérité. Et leurs alliances, maman, vous leur avez pris leur alliance, raconte un peu avec l'alliance de la nonna. Oui, ben, comme oui, ici en Belgique aussi, hein, quand ils pouvaient prendre de l'or, on t'arrêtait même en route. Et, comme il y a des voleurs maintenant, enfin, hein, mais à ce temps-là, il n'y avait pas de voleurs. C'était les Allemands. Ils ramassaient l'or. Pour le faire fondre, pour faire des armes et pour faire de l'argent pour acheter des armes. Oui, hein. Et va piano, hein, Patricia, parce que il y a tout qui tombe en morceaux, hein, dit. Oui, oui. Après les années. Et le père de votre mari, il était aussi, j'imagine, antifasciste. Ah non, si hein. vous savez. Il était contre les fascistes aussi, ouais, hein. Et alors, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de boulot. Il n'a pas su aller à l'école, ça c'est vrai, mais il n'a pas su avoir de boulot parce qu'il était contre les fascistes, en fait. Alors, il a été dans une ferme, tu vois. Voilà. Est-ce que vous connaissez des histoires de la brigade de votre mari? Des histoires. Parce que normalement, il était dans la brigade qui arrêtait Mussolini. Ah, pour arrêter, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté à propos de ça? Écoute, c'est ça, je vais te dire. Tout ce que je sais, c'est que c'était un bon résistant, ça c'est vrai. Mais vraiment savoir tout ce qui s'est passé... Non, parlez pas volonté. Il ne parlait pas beaucoup d'expérience. Il a été arrêté 2 fois. Donc mon papa a été dans la résistance à 16 ans. Et bon, c'était une évidence pour lui. Et il est rentré dans la résistance, notamment avec les gens du Parti communiste. Il a fui donc dans la montagne et il est allé rejoindre les résistants, les partisans qui étaient dans la montagne. Là-dessus, il nous a raconté que les fascistes sont venus alors pour arrêter ses parents parce qu'il était dans la résistance. Donc on a dit que s'il revenait, il serait arrêté. Donc il savait qu'il devait rester dans les montagnes et surtout pas revenir. Donc ça c'est la première étape. Alors ce qu'il nous a raconté aussi, c'est qu'il a été arrêté 2 fois par les Allemands et mis en situation d'être tué. Hein. Il a été vraiment mis en position d'être tué. Et il a eu chaque fois la vie sauve parce qu'à ce moment-là, il y a des avions alliés qui sont passés, des avions anglais. Et chaque fois, les Allemands couraient dans un sens, les Italiens dans l'autre sens. Et il a eu la vie sauve par 2 fois alors qu'il était mis en joue. Donc ça, c'était vraiment bien. Pour le reste, il parlait très peu parce qu'il nous a expliqué que la résistance, ça a des beaux côtés et des moins beaux côtés. Donc il a vu des gens qui se sont fait tuer, il en a probablement tué lui-même et il préférait ne pas en parler, quoi. Voilà. C'est ça, oui, mais il n'en parlait pas beaucoup. Hein. Il en a parlé une fois ou deux, et puis, comme j'avais été en prison aussi, moi je n'aimais pas de parler de ça.
Alors, comme il était d'Emilia-Romagna, à Faenza, c'était quand même un nœud de résistants et parti communiste. Et donc, il avait beaucoup d'amis qui, après-guerre, alors se sont retrouvés, parce qu'ils étaient jeunes, il avait 16 ans, ils se sont retrouvés alors dans les clubs de football et de cyclisme. On a toujours eu beaucoup de camarades, ça c'est vrai. Oui, parce qu'ils se sont retrouvés après-guerre, et donc il y avait un lien très solide. Et donc mon papa, il a fait après sa vie dans le cyclisme avec Fausto Coppi, donc c'était un ami de Coppi, et dans le football. On a des photos avec Coppi, voilà. Et alors après, il a continué avec Felice Gimondi. Coppi, Bertali et encore des Bertali, autres, j'aurais pu dire. Donc il était vraiment très présent dans le milieu sportif. Donc finalement, il ne vous a pas raconté des opérations de la brigade qui a arrêté Mussolini? Non, il n'a pas. Il a préféré ne pas raconter. Non, voilà. Donc il était dans ce bataillon-là de Corbari. Il y a les photos, mais ils ont dû. Ce qu'il a expliqué qu'ils ont dû changer plusieurs fois de lieu parce que chaque fois. Pour garder la sauvegarde du bataillon, il devait bouger. Donc dans les montagnes où ils étaient cachés, ils ont dû changer plusieurs fois de lieu parce qu'on les découvrait, etc. Ah, il y a eu des tués. Il y avait aussi des femmes dans leur bataillon. Oui, il y avait des femmes. Aussi. Oui. Et voilà, mais très peu parlé. Très peu parlé. Si, on en a parlé de la résistance, mais il y a déjà tellement longtemps. Il y avait une sorte de pudeur à ne pas parler de ça. Ce qu'on il y avait la vécu, pudeur, ouais. Des choses passées qui se passent quand même dans des conditions très difficiles. Et voilà, par exemple, quand je suis allée en prison, j'ai passé le conseil de guerre, mais ce qui était des juges allemands. Hein, il y avait une croix gammée d'une largeur ainsi qui montait, c'était grand, hein, le palais de justice. Et là, j'ai été défendu par M. Muche, qui était bourgmestre ici à Chèvremont, qui était avocat. Alors, ils m'ont mis 6 mois, et effectivement, alors ils m'ont conduit une fois, les Allemands, ils m'ont conduit à la fabrique nationale, avant de me lâcher, de me laisser en liberté. Ils m'ont conduit à la fabrique nationale, à la FN, à Herstal. On fabrique des armes. On fabrique les armes, oui. Et alors, il y avait des personnes, je ne sais pas, ben, c'était sûrement des prisonnières, elles avaient des gants en caoutchouc jusque-là, et elles trempaient leurs bras, leurs mains dans des bidons comme ça. Et c'était comme de l'huile et ça fumait. Alors, elles retiraient la mitraille, je ne sais pas, comme des bâtons, mais en fer, hein, des affaires de... Alors l'Allemand m'a dit, c'était un samedi, on vous lâche, vous commencez lundi à la fabrique nationale. Si vous ne commencez pas, on vient vous chercher. Alors ils m'ont lâché. Je me suis trouvée en pleine campagne à la citadelle que pourtant je connais, mais je ne connaissais plus rien, j'ai été perdue. Et alors il y a un Allemand qui est arrivé. Et il m'a dit, vous prisonnière. J'ai dit, il voyait mon sac, il était marqué 52, à la cellule 52. Alors je dis, je suis libérée, mais je dois retourner à Liège et je dois descendre place Saint-Lambert. Mais je dis, je ne sais pas le chemin. J'étais perdue. Alors il m'a dit, il a été gentil. Il m'a dit, donnez-moi votre sac, je vais le prendre, qui dit, et vous me suivez à 3-4 mètres. Et quand on arrive place Saint-Lambert, je vous rends votre sac. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait mes effets, mais... Et tu penses bien, je courais derrière moi, hein, pour ne pas le perdre. Et arrivé place Saint-Lambert, il s'est arrêté, et il m'a donné mon sac, et il m'a dit bonne chance. Moi je lui ai répondu, et vous aussi. Que voulez-tu que je lui dise, hein? Alors j'ai attendu le tram qui retournait au Guillemin, comme j'habitais au Guillemin. Et arrivé sur le tram, c'était le tram 4, il y avait 4 Allemands au bout. Et à ce moment-là, il y avait le conducteur, mais il y avait un percepteur avec une petite machine. Il te donnait le billet, tu donnais l'argent.
Ça n'était plus comme maintenant. Alors, j'avais pas d'argent. Mais le percepteur, il a vu mon sac avec le numéro 52. Il a bien vu que je venais sûrement de la prison. Alors, il aurait bien voulu me donner un ticket, mais il me fait signe qu'il y avait dans le fond du trolley. Je n'avais pas trop beau, du tram. Et il y a un monsieur qui s'est levé avec sa femme. Et il a dit, je vais vous payer votre billet. Je dis, je n'ai rien. Mais vous me donnez l'adresse, je vous le renverrai. Non, non, ça va comme ça. Et il a payé mon ticket. Je suis arrivée à la gare des Guillemins. J'ai couru jusque chez moi. Et j'ai vu ma grand-mère. C'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Vos parents, les deux, sont des résistants, ont été des résistants. Tous les deux, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Alors, est-ce que vous sentez cet héritage? Les valeurs de la résistance, certainement, la liberté, l'égalité. Oui, hein, ben, mon père disait Viva la libertà. Papa, oui, la liberté, c'était ça. quelque chose. Hein. Et tout au monde doit paese. Donc, je crois qu'il disait bien ce que ça voulait, ce que ça veut dire, parce que finalement, partout, on retrouve toujours les mêmes personnes. Donc, tout au monde doit paese, ça veut dire ça. Ah ben Et ça, quand il disait Viva la libertà, il disait que la liberté n'avait pas de prix, voilà. y compris laisser sa vie. Donc ils sont battus pour des valeurs. Je lui ai posé la question, j'ai dit t'as tué des gens, et il m'a répondu écoute, c'est pas le genre d'histoire qu'on raconte. Donc ça voulait dire oui, mais il voulait pas. C'était une question de vie ou de mort. Il a dit c'était tout le temps une question de vie ou de mort. Donc ils ont été confrontés à des Allemands dans les bois, ils ont été trahis aussi, hein, il y avait des trahisons. C'est pour ça qu'ils devaient changer de lieu, souvent, parce qu'il y avait des trahisons. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont mortes de leur brigade, qui sont mortes, par trahison, je ne sais pas moi, amoureuse ou quoi. Ils avaient presque pas d'argent, et voilà, on leur avait pris tout ce qu'ils avaient. Donc moi j'ai connu ma nonna avec un anneau de fer blanc. Hein. C'était un fer blanc, c'était un anneau pour suspendre les rideaux hein, qu'elle avait comme alliance. Et elle l'a toujours gardé, elle n'a jamais voulu changer. Parce que pour elle, c'était le signe de la non-liberté. Hein? C'était... Voilà. Alors, ben de cet héritage, je garde une certaine indépendance et un esprit très critique. Un esprit très critique. Et la fierté. Hein? Il faut être fier. Si tu veux, il y a encore un peu de papier là. Non, donc la fierté. Là, il faut garder une certaine fierté et être fidèle à ses valeurs. Ça, c'est les valeurs que j'inculque à ma fille qui pour le moment est en Italie, à Rome. Elle fait un Erasmus pour 1 an et c'est les valeurs que je lui inculque aussi. C'est l'indépendance et être fidèle à ses valeurs. Et comme dirait ma mère, la roue tourne. Donc ça aussi, c'est vrai. C'est que la roue tourne. Un jour, on est très haut. Et le lendemain, on peut être très bas. Quelles que soient les conditions de vie. Un jour, vous pouvez y avoir beaucoup d'argent. Le lendemain, ne plus en avoir. Avoir la santé et ne plus l'avoir. Et quand on sait ça, eh bien, on sait qu'on ne doit pas se prendre trop au sérieux non plus. Et qu'on doit fréquenter tout le monde. Parce que tout le monde est bon pour son prix. Donc, on est tous pareils. Et voilà, il y a des bons et des mauvais, là, d'accord. Mais autrement, que ce soit Madame Pipi ou que ce soit le pape, pour moi, c'est la même chose. Est-ce que vous avez connu des camarades de votre mari? Même avec eux, vous n'avez jamais parlé de ce qui s'est passé en Italie, donc? Non, non, jamais. Jamais. Parce que vous avez remarqué que dans leurs yeux, il n'y avait pas vraiment l'envie de se souvenir des mauvais souvenirs. Mais ils gardaient pour eux, tu comprends? Parce que ils étaient tous ils avaient tous le même esprit, donc ils étaient d'accord qu'il fallait oublier. Oui, ben, pas oublier, on n'oublie jamais, hein, Oui, dans la mémoire, mais il fallait sortir de ça. Bon, ils sont venus, ils n'ont pas tombé nus, parce que Van der Waal, c'est lui, hein, c'était un ministre qui a échangé du charbon contre les mineurs. Et ils sont venus dans la mine,
Il y en a qui sont retournés, il y en a 3-4 qui n'ont pas su rester, je comprends. Parce qu'ils descendaient à 300-400 mètres. Hein. Il y avait des petits, ils passaient dans des petits, comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits trous, des petits couloirs, des oui, veines, dans les veines. Ils devaient ramper, se coucher, ramper. Il y a des fois c'était le contraire, c'était en hauteur. Il y en a deux, trois, une fois qu'il y a eu quelque chose, où ils restaient. Il y a 2 copains qui ont été tués avec, comment, avec le gaz. Le gaz. Il a travaillé dans quelle mine ici? Ici, à Ouiristère. Ah, oui. Toujours là? Toujours là qu'il a travaillé. Il n'a jamais changé de place? Voilà. Jamais. Toujours à Ouiristère qu'il a fait. Jusqu'à quel âge il a travaillé à la mine? Attends une minute, hein, à la mine, parce que un jour, ça c'est une bonne question, un jour on l'a appelé à Bierzet. Bon, et là, c'était pour passer une visite médicale. Il y est allé, comme tout le monde, hein, il y en avait une dizaine qu'on a appelé. Et là, on lui a trouvé quelque chose au cœur. Je sais bien que sa maman, parce qu'elle est venue souvent en Belgique, hein, quand je m'accouchais, elle était toujours la nonna, hein, Maria. Et alors, je sais bien qu'elle m'a toujours dit que mon mari, il avait un gros cœur. Bon, mais il a toujours fait du sport, il a toujours fait. Et là, quand il est arrivé, on lui a dit, tu ne peux plus descendre à la mine. Demain, tu dois aller chercher tes vêtements. Et au-dessus, à la surface. Non, fini. Alors le docteur est venu et il a été invalide. Oh pardon, excuse-moi. Il a été invalide, on l'a déclaré invalide. Alors, on a dit, il faut retourner à la maison, on ne peut plus aller à vélo, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire là. Et il est resté 2 jours assis dans le fauteuil et il était mal. Et il dit, écoute bien, je préfère faire, comment dirais-je, 2 mois de Lyon que de faire la chef, hein, parce qu'il a dit non. Il a pris son vélo, il est remonté dessus, il est parti faire une promenade. Il est tombé sur le docteur. Le docteur l'a renvoyé directement, et il est revenu, alors il a dit au docteur, écoutez bien docteur, c'est ma vie qui dit, on me dit que j'ai ci, j'ai là, j'ai toujours fait du football, j'ai fait du vélo. Il dit, moi c'est mon show, ma passion, eh bien si on ne me veut plus à la mine, on ne me veut plus, mais moi je continue à aller et venir comme je fais. Et alors, il a travaillé chez Deflore, hein, il a travaillé au GB pour nettoyer, comme nettoyeur, il a été chez Delhaize, il a vendu des choses, il n'a jamais arrêté, je te jure. Il a toujours travaillé, mon mari. Alors après, on a eu la pension, alors on a dit, on ne peut plus avoir l'eau. Ah, c'est normal. Bon, alors on m'a dit à la commune, prenez votre pension de vieillesse. Et on a pris notre pension de vieillesse. Et voilà. Je n'ai pas souvent été en Italie, j'ai été quoi, 2, 3 maximum. Pas tellement, Patricia. Vous autres, vous y avez été. Comme on était 7, tu vois que il fallait toujours quelqu'un pour garder la maison, comme on dit. Et vous, par contre, oui. Vous lui avez raconté votre histoire de résistance? Vous avez partagé quand même les mêmes avis qu'on ne devait pas se raconter ce que vous avez vécu? Oh ben écoute, t'as toujours tout raconté, toi, hein? Oui, j'ai été ramassée, bon, on m'a emmené en prison. On avait une pièce comme ceci, on avait une petite fenêtre au-dessus, comme ça, une petite fenêtre. Alors, on était à 3, il y avait une dame, Madame Romainville, c'était de Bressou, et Madame Duchesne, elle habitait Verviers, sur la place, et elle avait une... Mais tu as toujours tout raconté à papa, hein? Toi, tu as raconté ce qui s'est passé pendant la guerre. Et sa réaction, c'était... Sa réaction, ben... Il était, on dit... Il disait, ça lui faisait mal, et il disait, le passé, laisse-le là, parce qu'il dit, quand tu vois tout ça, tout ce qui se passe,
Alors, comment dirais-je, ben, en prison, c'est pas difficile. Tu te lavais dans un bassin, tu avais un paravent, hein, et il y avait un Allemand qui venait, il toquait à la porte, il n'entrait jamais sans frapper. Et alors il nous apportait une cruche d'eau pour pouvoir se laver. Et quand je suis sortie au mois de mai, c'était justement la libération. C'était les Américains, les Anglais qui sont venus et qui ont délivré, parce qu'en Allemagne ça a été terrible, hein, ça je peux te le dire. Et alors je suis sortie et je vois, j'étais à Liège, je vois welcome, 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 bienvenue, bienvenue. C'était des Américains et ils étaient mis sur le boulevard d'Avroy. Ils étaient mis sur le boulevard d'Avroy. On avait mis des tentes pour eux. Bon, moi je rentre chez moi. Mais quelques jours après, donc, alors on s'est sauvé avec ma grand-maman parce que je ne suis pas allée à la Fabrique nationale, je n'ai pas été. Et on s'est sauvé ici à Chéné, chez un cousin qui nous a cachés. Et puis, 15 jours après, c'était la libération. Bon, alors les Allemands foutaient le camp, hein, et alors les gens, ils étaient... Enfin, je suis sortie de prison que j'étais pas bien dans ma peau, je dois dire. Alors, quelques jours après, je vais avec une copine chercher le journal à Liège, rue des Guillemins, comme tous les jours. Et voilà qu'il y avait la police, un agent de police qui... Maintenant, il en faudrait, je crois, des agents de police avec les voitures. De ce temps-là, il y avait des voitures, mais il n'y avait pas beaucoup. Et il y a un agent de police qui nous appelle. Et il me dit comme ça, vous connaissez Couette? Oui, je connais Couette. J'habite pas loin de la gare, je connais Couette. Pourquoi? Et il y avait une Jeep arrêtée. Ben parce que il y a deux messieurs qu'il faudrait qu'on... Vous connaissez la Jeannette? La Jeannette? Non, mais je connais quoi. Eh bien, c'est un coin où on avait pollué l'eau, on a dû faire des transformations, et on a fait un coin pour les Américains et les Anglais qui venaient chercher de l'eau. Ils ne connaissaient pas. Alors il dit, vous pourriez les conduire. Alors, moi, je dis, ma grand-mère, elle m'attend, il faut aller chercher le journal. Hein. Alors il me regarde, hein, pas content, et il dit, c'est comme ça que vous remerciez les personnes qui sont venues nous aider et qui nous ont libérés. J'étais vexée. Moi, je sortais de prison, on vient me dire ça, je ne rigolais pas. Alors, je dis, monsieur, je dis, là, vous vous trompez, mais je ne dis pas que j'ai été en prison, je ne dis rien. Ben, vous connaissez? Qui dit oui, oui. Ben, alors, allez les conduire. Et il y avait un Américain et un Anglais. Hein? Alors, pas parler, il ne savait pas, l'autre non plus. On montrait comme ça pour monter, et voilà. On arrive là, on attend une demi-heure sur place, qu'ils prennent de l'eau, etc. Et puis, ils nous redescendent. Et quand ils nous redescendent, je dis stop. Je dis, moi, j'habite ici dans la rue, je ne veux pas aller plus loin. Enfin, ils s'arrêtent, et voilà. Le lendemain, qu'est-ce que je vois sonner à la porte? L'Américain. Bon. Enfin, écoute, ce qui arrive, arrive. Bon, je tombe amoureuse de lui. Comme ça. Hein? Alors, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit, vous n'irez quand même pas en répéter. J'ai fait pour la première fois l'amour dans un trou de bombe. Hein? T'as compris? Dans un trou de bombe, hein? Parce qu'il y avait des bombes qui étaient tombées et ça avait fait des entraves. Et bien voilà. Et alors, j'ai courtisé juillet ou au début d'août. Alors, il devait partir pour... si, je te l'ai dit. Il devait partir au Japon? Non, c'était pas... Coréen. En Corée. En Corée du Sud. Oui. Alors, je n'ai plus entendu parler de lui. Comme j'avais ton matricule, j'avais facile. Mais je suis allée à la Croix-Rouge, je suis allée trouver des autorités là. Ils ont regardé, on a fait des recherches. Il n'était pas dans les hôpitaux, il n'était pas rentré, donc on l'a compté disparu.
Voilà. Alors il me dit, mais vous pouvez, si vous voulez, contacter la famille avec... Je dis non. Je dis non. Les gens, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas si je suis honnête. Ils ne reconnaissent rien de moi. Et si leur fils est mort, allez leur dire que j'attends famille. Je dis non. Je le garde. Et je l'ai élevé. Et il avait 5 ans et demi quand je me suis mariée avec Nono. Et on lui dit, j'avais un petit gars, je ne voulais pas courtiser avec lui parce que j'avais peur de m'attacher. Et puis, il ne savait pas qu'il y avait... Alors, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas courtiser avec moi? Je lui ai dit, écoute, on ne se connaît pas suffisamment. Et puis, deuxièmement, je n'osais pas dire, moi, que j'avais un petit garçon, parce que ça ne se dit pas comme ça. Bon. Alors, il me dit, ben, dit-il, pourquoi? Enfin, on courtise 4-5 mois maximum. Alors, je dis, non, je ne continue pas. Ben, pourquoi qu'il me dit? Alors, il me dit, pourquoi? Parce que vous avez un enfant, qu'il me dit. Moi, je reste toute bête, hein. Ça, c'est dur. Alors, je dis, oui, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Eh ben, ça n'a pas d'importance, qu'il me dit, je vais le reconnaître, hein. Alors, on s'est mariés, il a reconnu le jour où on s'est mariés, puis j'ai eu 4 autres enfants, et voilà. Et il n'a jamais fait de différence, jamais.